C'est vraiment quelque chose que j'emmènerai avec moi très longtemps, quoi. Donc toutes les plaies par balles, les explosions, les blasts, c'est non-stop. J'ai travaillé quasiment 20 heures sur 24 tous les jours. Il y a un blocus sur les médicaments, il faut le dénoncer. On m'attribue des mots qui ne sont pas les miens. J'aurais dit que nous allions faire un Bataclan. Je n'ai jamais dit ces mots-là, je ne suis pas du tout quelqu'un de violent. J'ai jamais prononcé aucune menace. J'ai eu la présence d'esprit d'enregistrer l'appel. Donc je vous demanderai s'il vous plaît de ne pas rappeler. Non mais c'est pas ça, mais il faut quand même que vous compreniez. Je voulais juste m'assurer qu'elle sache bien de quoi il s'agissait et ce qu'elle allait accueillir dans ces salons. Moins de 48 heures plus tard, j'ai été réveillée par les forces de l'ordre à la maison. Je sais qu'il y a des mots qui ont été beaucoup dits, mais je les répète, le 2 poids 2 mesures est insupportable. On ne peut plus avoir de compassion pour les femmes et les enfants de Gaza. Je suis témoin d'enfants qui sont morts en recevant une balle dans la tête, que j'ai moi-même retirée. Et on doit s'habituer à cette horreur. Je peux pas me taire. C'est humain, je peux pas me taire. Leur humanité, moi, m'a transcendée et elle m'a changée vraiment éternellement. Je suis Imane Marifi, je suis infirmière humanitaire. Je suis une infirmière qui a eu l'honneur de faire partie de la première délégation française à avoir pu se rendre à Gaza au mois de janvier dernier. C'était vraiment un honneur et un privilège, j'insiste toujours dessus. J'ai été très touchée et affectée d'apprendre qu'il y avait un salon de l'immobilier israélien qui allait se tenir à Paris. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai téléphoné ce salon de manière autonome, volontaire et pour moi humaine, parce que j'avais déjà témoigné dans ce salon il y a quelques mois, j'avais déjà été et j'avais rencontré très brièvement la responsable qui m'avait semblé être de bons contacts. Donc j'ai pris l'initiative mardi dernier, mardi 3 septembre, de téléphoner, de demander à lui parler. J'ai eu la présence d'esprit d'enregistrer l'appel. Et vous êtes une des personnes responsables du salon, Oui, salon. mais je comprends pas. Je voulais juste m'assurer qu'elle sache bien de quoi il s'agissait et ce qu'elle allait accueillir dans ces salons. Je vais vous expliquer. En fait, je voulais juste être sûre que les responsables du salon, en tout cas les propriétaires, je sais pas trop comment on dit, connaissaient l'enjeu de ce salon israélien et de ce qu'ils allaient vendre. Mais vous n'avez rien à voir, madame. Vous monopolisez le téléphone des salons Hush. On a peut-être 15 événements par jour. Donc je vous demanderai s'il vous plaît de ne pas rappeler. Non, mais c'est pas ça. Mais il faut quand même que vous compreniez. Donc elle m'a très vite expliqué qu'elle savait et elle m'a raccroché au nez. Pour moi, c'était un sujet clos. Imane téléphone au salon Hush une semaine avant la tenue d'un événement de l'immobilier israélien organisé par iCube. iCube est une société israélienne qui, depuis les années 90, promeut le marché de l'immobilier israélien en France en organisant des salons. Lors de son appel, Imane a interpellé le salon Hush sur les liens qu'entretient iCube avec des organisations et des agences immobilières accusées de participer activement à la colonisation israélienne. Vous le savez. Plus que jamais. Israël a besoin de votre soutien et vous êtes prêt à franchir le pas pour construire votre avenir en Israël. iCube peut par exemple compter sur le soutien direct de l'Organisation sioniste mondiale, pilier historique et principale organisation du mouvement sioniste. Le salon compte aussi sur la présence de l'agence immobilière Africa Israël, épinglée pour avoir participé à la construction d'habitations dans des colonies illégales en Cisjordanie. Nous vous recommandons vivement, pour approfondir le sujet, de regarder le reportage réalisé pour Blast par notre journaliste Thibaut Izori, qui a enquêté sur ces foires immobilières israéliennes proposant à la vente des logements situés dans des colonies illégales. Moins de 48 heures plus tard, ce jeudi, j'ai été réveillée par les forces de l'ordre à la maison et ils m'ont tout de suite signifié mon placement en garde à vue pour menace de mort réitérée en raison de l'appartenance à une ethnie, une religion ou une race. En m'expliquant que c'était en rapport avec mes appels téléphoniques. Donc j'ai expliqué que j'en avais fait qu'un. Ils ont perquisitionné ma chambre, principalement ma chambre, ils ont été dans toutes les pièces de la maison. Ils ont perquisitionné le t-shirt que je porte actuellement, le pins et un drapeau que j'avais apposé à ma fenêtre. C'était surtout mon téléphone qui les intéressait. Moi j'ai une fille de 3 ans et une de 10 ans. Et c'était assez impressionnant d'avoir autant de monde à la maison. Elles l'ont assez mal vécu. Ma fille m'a dit « Maman, c'est trop triste que tu n'aies pas pu venir avec moi à ma rentrée. Tu m'as manqué aujourd'hui, etc. » Donc c'est vraiment quelque chose que j'emmènerai avec moi très longtemps, quoi. Je les ai suivis, on est allé au commissariat du 8e arrondissement. Et ensuite, j'ai été auditionnée en présence de mon avocate. C'était des questions qui portaient principalement sur l'appel téléphonique, bien sûr. J'ai tout de suite déclaré que je n'avais rien à voir avec ça. On m'attribue des mots qui ne sont pas les miens. J'aurais dit que nous allions faire un Bataclan dans cette salle. Je n'ai jamais dit ces mots-là, je ne suis pas du tout quelqu'un de violent. J'ai jamais prononcé aucune menace et l'enregistrement est entre les mains de la justice. J'ai également eu à répondre à des questions sur mon militantisme. Qu'est-ce qui m'avait amené à aller à Gaza ?
comment je parlais de mon engagement à mes enfants, quelle était la position de mes enfants. J'aurais dit mes enfants ont 3 et 10 ans, ils n'ont pas de position. Manifestation interdite, convocation d'élus par la police antiterroriste, répression du mouvement étudiant, journalistes interpellés, syndicalistes condamnés pour un tract, tentative de dissolution de groupes pro-palestiniens. C'est dans un contexte de criminalisation du mouvement pour la Palestine qu'intervient la perquisition et l'arrestation d'Iman. Je vous avoue que quand j'étais, je sais pas comment on dit, ça fait un peu, c'est un peu théâtral de dire en cellule, mais en tout cas quand j'étais en garde à vue, j'ai longuement été seule et je me disais mais en fait il faut que je me taise maintenant. Là il y a des conséquences, on vient chez moi, c'est devant mes enfants et en fait cette pensée a duré un quart de seconde et je me suis dit non justement il faut pas que je me résigne, mais justement il faut que je me motive. Je sais qu'il y a des mots qui ont été beaucoup dits, mais je les répète, le 2 poids 2 mesures est insupportable. Et je dois le dire, est-ce que si les Palestiniens, les enfants, si ce n'étaient pas des Arabes, je le dis, si les femmes n'étaient pas des femmes voilées, je ne parlerai même pas des hommes, puisque une étiquette leur a été apposée. Donc je ne peux plus parler des hommes. On ne peut plus avoir de compassion pour les femmes et les enfants de Gaza. J'ai été à Gaza du 21 janvier au 7 février dernier, lors d'une mission humanitaire internationale. On a été affecté à l'hôpital européen de Khan Younes, qui a été évacué et fermé le 1er juillet dernier. Donc il faut savoir que tous nos collègues qui ont été évacués connaissent maintenant le déplacement. Pour certains, en 2 mois, ils ont été déplacés plus de 10 fois, parce qu'il n'y a pas de zone sûre à Gaza actuellement, malgré les tracts. Donc des zones sûres sont bombardées, c'est important de le dire. Pourquoi j'y suis allée? Parce que je suis maman, que j'ai des enfants et que cette opportunité m'a été présentée. Il était pour moi inconcevable de la refuser. C'était juste être humain et j'ai des compétences dont ils ont eu besoin à un moment donné. Je ne voyais pas les choses autrement que de les mettre à leur service. Et qu'est-ce que j'ai vu là-bas? Il n'y a pas d'autre mot que le chaos, la déchéance, vraiment. Alors eux diront d'eux-mêmes qu'ils vivent dans l'indignité. Nous, pour notre part, toute la délégation, nous les avons trouvés extrêmement dignes. Leur humanité, moi, m'a transcendée et elle m'a changée vraiment éternellement. Il n'y a pas d'autre mot. Toutes les ONG ne peuvent pas rentrer, il y a beaucoup de refus. Les ONG qui arrivent à rentrer, on réussit à préparer une délégation de 10 soignants, par exemple. Et quand on arrive à la frontière pour entrer à Gaza, parfois, sur des délégations, c'est jusque 70% de la délégation qui est refusée. On a une délégation de 18 chirurgiens et médecins internationaux qui a été refusée à l'entrée, alors que tout était en règle. Donc il est extrêmement difficile d'entrer. C'est pour ça que je dis que l'aide humanitaire rentre au compte-gouttes. Vraiment. C'est très difficile. Les dispositifs médicaux rentrent au compte-gouttes. On manque de tout. On manque d'antibiotiques. Je voudrais aussi dénoncer les impétigos bulleux d'enfants. C'est très douloureux. Ça nécessite des antibiotiques et topiques et oraux qu'ils n'ont pas. C'est des cicatrices qui sont horribles et surtout les douleurs. Et les médicaments ne rentrent pas. Il y a un blocus sur les médicaments. Il faut le dénoncer. Donc nous, on demande aussi l'ouverture du couloir de Philadelphie. Le corridor de Philadelphie est une zone tampon démilitarisée entre Gaza et l'Égypte. Au mois de mai, quand l'armée israélienne est entrée dans Rafah, elle a pris le contrôle de la zone. Qui est actuellement sous contrôle israélien. Donc on souhaiterait qu'il passe sous contrôle de l'Égypte ou qu'il soit ouvert ou sous un contrôle international. Mais il est important que ce couloir entre pour laisser passer et les humanitaires et l'aide humanitaire, évidemment, et que les Gazaouis, dans les cas les plus graves, puissent sortir. Il y a des cas de cancer quasi terminaux, en voie de devenir des cancers terminaux, qui nécessitent des chimiothérapies, des radiothérapies et qui ont besoin de sortir. Cette invisibilisation de la Palestine est insupportable. Il y a des enfants et des femmes qui meurent et je le répète, je suis témoin d'enfants qui sont morts en recevant une balle dans la tête. Une balle dans la tête, que j'ai moi-même retirée. Donc, à un moment donné, il faut que ça s'arrête. Je l'ai dit, ces mots que je vous dis aujourd'hui, je les ai prononcés à l'Assemblée nationale le 13 février dernier. Les patients qui arrivent déjà morts, on en a tous les jours. C'est-à-dire que les familles vous amènent leurs proches décédés. Je parle également d'enfants, mais ils n'y croient pas, donc ils vous l'amènent quand même. Il est souvent décédé dans la nuit, il ne nous l'amène pas dans la minute. Et il est déjà froid, c'est déjà un cadavre, pas d'autre terme. Ça fait plus de 7 mois. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps?
On a un humanitaire américain qui est revenu il y a quelques semaines qui dit exactement la même chose. Et ça ne s'arrête pas. C'est insupportable. Et on doit s'habituer à cette horreur. Donc non, je n'arrêterai pas de parler de la Palestine. Je visibiliserai le génocide qui est en cours. Et je peux pas me taire. C'est humain, je peux pas me taire.